Claire décide de quitter son mari, Jean, parce qu'elle a rencontré un homme de son âge qui vient d'un milieu radicalement différent du sien, qui est un juif plutôt pratiquant, qui est professeur de français dans une école et qui a 2 filles, qui sont des filles, d'ailleurs toute la famille est particulièrement fragilisée et vulnérable puisqu'elles étaient présentes à l'école juive de Toulouse où avait eu lieu l'attentat perpétré par Mohamed Merah. Donc 2 jeunes filles très fragilisées qui vont en plus subir le divorce de leurs parents. Et quand le livre s'ouvre, Claire s'installe avec cet homme qui s'appelle Adam Wiesmann et la jeune fille Mila, la fille d'Adam. Et Alexandre vient rendre visite à sa mère. Et le fils de Claire. Le fils de Claire. Et quand Jean s'apprête à recevoir la Légion d'honneur, et donc le fils fait le déplacement pour assister à cette grande cérémonie à l'Élysée. Et puis c'est à cette occasion qu'il va rencontrer cette jeune fille et commettre l'irréparable. Et effectivement, ça se passe au sein d'une famille recomposée, et l'idée m'est venue après avoir discuté notamment avec des avocats qui me disaient mais c'est souvent au sein des familles que ces actes sont commis et visent aussi, dans de très très nombreux cas, des garçons et pas seulement des filles. Donc, je dis ça parce qu'on parle beaucoup des femmes violées, mais il y a aussi beaucoup de garçons. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, Les choses humaines n'arrivent pas comme ça. C'est pas un roman qui arrive comme ça parce que peut-être Karine Plus serait-elle inspirée de l'actualité. Et je crois que ça doit être le 11e roman. Il arrive après les 2 précédents, c'est L'insouciance et L'invention de nos vies. Et il y a cette suite dans votre œuvre qui est la description de la violence, la complexité des êtres. On le ressent très très fort, comme dans la vraie vie en fait, dans les choses humaines. Et ça, c'est quelque chose qui vous a toujours fasciné, j'ai l'impression. Je pense que ça vient de ma formation de juriste, c'est-à-dire essayer de comprendre ce qui, dans la société, m'interpelle, me choque. Et la littérature permet d'appréhender des grandes questions sociales, politiques. C'est peut-être le lieu du questionnement. Finalement, mes livres me permettent un peu d'appréhender ces réalités-là. Et ce qui est quand même très important pour moi, c'est aussi de garder ce goût pour la fiction, c'est-à-dire à la fois aborder des sujets de société, être ancré dans un réel qui pour moi est absolument passionnant, mais tout en conservant la liberté que nous octroie la fiction, le roman, donc avec quand même des ressorts romanesques qui me permettent d'entraîner mon lecteur dans des histoires. Les sujets paraissent complexes, paraissent durs, mais j'essaye par différents biais de l'entraîner dans quelque chose d'assez romanesque. Et c'est vrai que moi-même, quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet, c'était un véritable défi. Parce que je savais bien, j'avais une matière qui était très riche, mais très dure. C'est-à-dire quand on passe ses journées à lire des PV, des interrogatoires, à assister à des procès aux assises, on en sort évidemment transformé, bouleversé, mais j'avais envie de parvenir à entraîner aussi mon lecteur dans cette matière-là et d'en faire quelque chose de romanesque. Et c'est la raison pour laquelle, c'est vrai, vous avez parlé des prix. Ce qui comptait pour moi le plus, c'était la rencontre, en fait, les rencontres que j'ai pu avoir avec tous ces jeunes et leurs professeurs, parce que c'était des rencontres humaines extrêmement riches qui nous permettaient à chaque fois d'explorer des sujets de société sur lesquels non seulement ils pouvaient donner leur avis, mais je savais qu'en classe, il y avait eu des débats. Dans certaines classes, ils ont lu les plaidoiries des avocats. Et j'aime bien l'idée que la littérature soit aussi cet outil démocratique. Vous me donnez envie de dire plein de choses, notamment que le concours des lycéens ne vient pas non plus par hasard, parce que je crois que c'est la 5e ou 6e fois que vous allez auprès des lycéens, parce que le concours des lycéens, c'est une rencontre permanente. Il y a, je sais pas, une dizaine de dates où la romancière va à la rencontre des lycéens et des professeurs.
Et oui, c'est la 5e ou 6e fois. J'ai eu la chance d'être nommée 6 fois sur la liste du concours et de faire le concours des lycéens, parce qu'avant c'était 2 listes différentes, 5 fois, et à chaque fois avec le même plaisir, mais je dirais que je ne suis pas la seule. C'est-à-dire que les auteurs aujourd'hui participent dans leur grande majorité à ces rencontres, pas seulement pour l'enjeu, enfin pas seulement pour ce que représente le prix, même si c'est vrai que c'est un prix qui vous permet aussi d'accéder à un public beaucoup plus large, mais aussi par la richesse des échanges et des débats avec les professeurs qui étudient en classe les textes des auteurs présents, et on a donc des échanges vraiment intéressants. Et moi, depuis toujours, je suis très attachée à la notion de transmission. Je dirais que je suis devenue lectrice et écrivain parce que j'ai eu la chance d'avoir une mère et des professeurs qui m'ont transmis leur passion pour les livres, pour certains sujets. Moi, ma mère me donnait à lire des textes. Sur le moment, je les trouvais durs, et aujourd'hui, je constate qu'elle me donnait à lire des textes qui avaient une très forte charge politique, sans me le dire. Et donc, inconsciemment, elle a aussi fait de moi la citoyenne que je suis aujourd'hui. Et nous sommes le produit de nos lectures. Donc, ces rencontres avec les lycéens étaient aussi pour moi l'occasion peut-être de jouer un rôle dans leurs orientations futures. Et c'est vrai que j'ai été très émue, je ne vous le cache pas, quand certains lycéens sont venus me voir en disant « c'est la première fois que je finis un livre », au début parce qu'il m'était imposé, et puis finalement j'ai compris que j'ai pris du plaisir. Et dans une société dans laquelle tout nous semble une véritable dictature des écrans aujourd'hui, voir des jeunes avec un livre à la main, c'était voilà, ça nous comblait. Là, je ne parle pas que de moi, d'autres auteurs vous diraient la même chose. C'est la question suivante. Les jeunes, pour ce qu'on voit, et je crois que c'est la première fois que vous soulevez dans un roman, c'est cette puissance des réseaux sociaux. Et d'ailleurs, vous-même, vous étiez présente, et puis un jour, je me souviens d'une interview dans le journal du dimanche, vous avez décidé de dire basta, vous avez coupé tous les réseaux sociaux vous concernant. Et dans le roman, c'est très présent, ils sont tous à voir combien de likes ils ont, s'ils ont été retweetés, etc., etc. Ce sont des gens connus, ce sont des gens célèbres, très médiatiques, et donc il faut imaginer la part de scandale que représente une accusation de viol. C'est-à-dire qu'ils sont jugés, leur moindre prise de parole est analysée sur les réseaux sociaux. Et en fait, j'avais fait une expérience. À l'époque, j'avais suivi le procès Tron, non pas à l'audience, mais sur Twitter. Et c'était très intéressant de suivre ce procès sur les réseaux sociaux parce que, en fait, il était lynché et il a été acquitté à la fin. Et sur les réseaux, rappelle peut-être. Oui, c'était cet homme politique qui était accusé d'avoir des attouchements sur masser les pieds, des actes d'ordre sexuel. Et c'était très intéressant, d'autant que je connaissais ses avocats, et il a été acquitté à la fin. Sur les réseaux sociaux, c'était un lynchage. Et c'était très intéressant, et donc j'ai évidemment utilisé tous ces éléments pour le roman, puisque la famille Farrell est publiquement lynchée, et donc très tôt, dans le livre, j'ai exploré ce que l'on découvre aujourd'hui, qui est ce tribunal médiatique. Je pense que j'avais perçu peut-être la charge de violence qu'un jour cet outil représenterait, et donc je l'ai décrit dans le livre, mais on le voit aujourd'hui, on l'a encore vu récemment avec l'affaire Griveaux, c'est-à-dire que comment une vidéo d'ordre privé se retrouve sur tous les téléphones portables des gens, sur tous les réseaux sociaux, sur Twitter, et c'est d'une très grande violence. Et finalement, on va de plus en plus vers une société un peu totalitaire, où la vie privée n'existe plus, et où la moindre de vos paroles, voilà, au nom de la transparence, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, même auteurs invités, je vous dis franchement, certains se contrôlent leurs paroles parce qu'ils savent que leur parole peut être récupérée sur les réseaux sociaux. Donc il y a une sorte de contrôle qui est regrettable parce que d'une certaine façon, il altère notre liberté d'expression, y compris notre liberté de mouvement, parce que même dans l'affaire Griveaux, finalement, tout le monde a droit à une vie intime, même une vie intime secrète, cachée, inavouable, inavouée. Et là, c'est très violent, et ça pose des questions d'ordre démocratique. Ça veut dire que demain, des gens qui veulent s'engager en politique vont hésiter parce qu'ils vont se dire voilà, ça va être trop violent, je vais recevoir une charge de violence, donc ça va faire monter les extrêmes. Et c'est quand même inquiétant.
il y a quelque chose dont on a moins parlé, je trouve, dans les recensions, et qui pour moi dit beaucoup de choses, c'est le culte de la performance. La famille Farrell, c'est la famille brillante, avec Alexandre qui vit en France, mais qui va étudier à Stanford. Ça, c'est un matériau fantastique pour un romancier, et vous l'avez vraiment disséqué, montré, presque analysé, j'allais dire. Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours perçu avec beaucoup d'acuité, cette société de l'évaluation permanente, et on le voit aujourd'hui, on est noté, toutes les professions sont notées, les médecins sont notés, les écrivains voient leurs livres notés, et c'est quand même très violent d'être sans arrêt jugé. On sait très bien qu'un jour, nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, on l'a vu dans des séries dystopiques, mais ça arrivera, un jour nous serons nous aussi notés. Et puis cette obsession de la performance qui est aussi mise en scène sur les réseaux sociaux, sur Instagram, les gens mettent en photo la meilleure part d'eux-mêmes, et je suis convaincue que ça a évidemment une incidence sur notre comportement profond, puisqu'il y a un contraste très fort entre ce qui est publié et ce que chacun est réellement. Et à un stade, ce qui est celui que je décris dans le roman, qui concerne les enfants qui ont fait de grandes écoles, puisque Alexandre a brillamment réussi ses études, là j'aborde la question de la performance scolaire. C'est quelque chose que j'ai vécu de l'intérieur avec mon fils aîné notamment, et c'est vrai qu'il y a des tabous dans notre société sur ces sujets, c'est-à-dire la fragilité aussi des jeunes face à cette pression qui est pression scolaire, pression sociale qui est de plus en plus forte sur ces jeunes, et là encore récemment, c'était un moment très très dur, mais qui exprime finalement, parce que dans le livre, en fait, Alexandre fait une tentative de suicide dès le début du livre. On l'apprend qu'il a fait une tentative de suicide, tant la pression était forte. Et récemment, j'ai assisté à une remise des diplômes dans cette brillante école d'ingénieurs qui est centrale. Et donc, les enfants, les étudiants recevaient les diplômes, les parents étaient heureux, tout le monde applaudissait. Et tout d'un coup, sont montées sur la scène plusieurs personnes. Et en fait, leurs enfants s'étaient suicidés dans le courant de l'année. Et c'était effroyable, c'est-à-dire cette cérémonie qui était censée récompenser les enfants et à laquelle participaient des parents dont les enfants s'étaient suicidés cette année-là. Et c'était violent, mais d'un autre côté, ça racontait quelque chose de la société, de la pression, de la fragilité. Et ça, il me semble que c'est un sujet, là encore, dont on parle peu. On ne parle que de l'évaluation, de la performance, du devoir de réussir. Qu'est-ce qui se passe quand vous ne réussissez pas? Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes en échec dans cette société? Et ce sont des questions que pose le livre à travers les vies de tous ces personnages. Vie affichée et vie aussi parallèle, c'est-à-dire qu'il faut bien s'inventer aussi des vies secrètes pour survivre à cette pression. Karine, j'ai envie de parler de cuisine littéraire, parce que je suis sûr que quand on aime lire, beaucoup aiment aussi écrire, et puis surtout, en tout cas comme moi, aiment beaucoup savoir comment les romanciers écrivent. Vous, je le dis publiquement, vous m'attirez, parce qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre de l'investigation quasi journalistique. Mais c'est un très beau travail littéraire. Et je voudrais savoir comment comme un cuistot, vous mêlez ce matériau réaliste et ce travail littéraire. Là encore, ça vient d'un intérêt qui est très personnel pour l'information, pour l'actualité, pour la société elle-même. Donc c'est presque un travail sociologique puisque je vais sur le terrain. Comme j'ai dit, j'ai une formation de juriste, mais j'ai aussi, à l'époque, c'était il y a longtemps, fait l'Institut français de presse. Donc j'ai toujours beaucoup aimé le journalisme. Voilà, les grands journalistes, écrivains comme Albert Londres, Kessel, voilà, c'est des références dans ce domaine. Et j'aime beaucoup l'idée de m'intéresser à un sujet, de l'explorer effectivement à la façon non seulement d'un journaliste, mais même parfois d'un enquêteur,
donc en allant sur le terrain. Et puis le grand avantage d'être écrivain, c'est que les gens, très souvent, ont envie de vous parler de leur travail, ont envie de vous confier certains éléments de façon beaucoup plus libre qu'ils ne le feraient avec un journaliste. Après, vous avez accès à une matière qui reste voilà, une simple matière, et vous devez faire du matériau qu'est le mot aussi quelque chose de porté par un style, il faut qu'il ait une forme. Un écrivain, c'est pas simplement une histoire, c'est avant tout une langue, c'est avant tout une musicalité, donc un travail aussi sur la forme. Pour un livre comme Les choses humaines, le sujet était tellement dur, tellement ancré dans une réalité un peu brutale, il fallait une langue qui soit une langue simple. On ne peut pas faire d'effet de style ou choisir une langue lyrique, par exemple, sur un sujet pareil. Pour d'autres de mes livres, je pense notamment à L'invention de nos vies. C'était plus saccadé. Voilà, il y avait un rythme beaucoup plus saccadé, avec l'emploi d'une certaine ponctuation, mais chaque livre impose finalement sa langue. Mais c'est vrai que cette façon de travailler que j'utilise, j'ai changé ma façon de travailler à peu près au moment de 12 France, qui était un livre dont l'action se déroulait dans un centre de rétention administrative, qui est ce lieu où sont retenus les clandestins, soit avant leur expulsion vers leur pays d'origine, soit leur libération. J'avais fait une enquête. Et au départ, ça devait être une autorisation pour 24 heures, et j'ai eu une autorisation pour 1 an. Et j'ai compris que cette immersion vraiment dans un milieu, sur le terrain, vous donnez accès à une connaissance particulière qui, évidemment, quand vous écrivez, il me semble, hein, c'est ma façon de travailler, d'autres n'aiment pas cette façon-là, mais donne un certain relief à vos descriptions, y compris au cœur même du ressort romanesque. Oui, je me souviens. D'ailleurs, j'aime beaucoup quand les gens me disent, mais parfois j'ai eu des critiques qui disaient, pas pour celui-là, livre-là, mais pour d'autres, là elle va trop loin dans l'imagination, alors que c'était inspiré d'histoires réelles. Et la réalité dépasse la fiction. Et vous avez cité Kessel, Londres. Il y a des auteurs voilà, qui vous inspirent ou qui sont un peu vos maîtres, qui vous dites, voilà, je voudrais être dans cette veine-là. Oui, bien sûr, il y a des grands auteurs français, Camus, Malraux, Simone de Beauvoir, Zola, Balzac, il y en a beaucoup. Chez les Américains, j'aime beaucoup Philip Roth. Vraiment, j'aimais la totalité de son œuvre, ce qui n'est pas toujours le cas de tous les auteurs. Faulkner aussi, qui est un écrivain extraordinaire. Dans les auteurs contemporains français, j'aime beaucoup Lise de Kerangal, Michel Houellebecq, Emmanuel Carrère aussi. Enfin, il y en a beaucoup. Mais c'est vrai que j'aime cette approche finalement réaliste des écrivains qui racontent le monde dans lequel ils vivent, qui racontent la société de différentes façons. Et vous n'avez pas peur de parler de sexe comme un facteur social? Oui, le livre s'ouvre effectivement. Alors c'est drôle parce qu'après l'affaire Griveaux, j'ai reçu beaucoup de messages, de SMS de journalistes qui me disaient mais c'est incroyable, la première page c'est exactement l'affaire Griveaux. Oui, c'est-à-dire dans ce livre, le vrai sujet du livre, c'est le sexe dans sa version magnifiée, puisque je raconte quand même une histoire de passion amoureuse entre Claire et cet homme, Adam, qu'elle rencontre et pour lequel elle quitte tout. Et puis le sexe dans sa version de violence, le sexe comme instrument de pouvoir, de différentes façons d'ailleurs, par le viol, mais aussi la question de la prédation, de la domination, des rapports de domination. Et je dirais que depuis que le monde est monde, ça se passe comme ça. On est toujours étonné quand une affaire comme celle dont on parlait récemment survient, mais en fait c'est très banal. Et dans le livre, je commence le livre en rappelant justement que Claire était à la Maison Blanche en même temps que Monica Lewinsky. Et ce que l'on sait peu, c'est qu'à la même époque, il y avait une femme qui s'appelle Huma Abedin, qui est moins connue en France, mais qui est un personnage très intéressant, et qui était la plus proche collaboratrice d'Hillary Clinton. C'est elle qui a mené sa campagne, et elle est mariée avec un homme politique américain qui était très connu là-bas, qui était promis à une très grande carrière, qui s'appelle Anthony Weiner. Et cet homme, en fait, est tombé pour les mêmes raisons que Benjamin Griveaux, il est en prison aujourd'hui,
il avait envoyé des images de lui, au lieu de les envoyer en message privé sur Twitter, il les envoyait en public. Des images érotiques. C'était vraiment l'acte manqué. Voilà. Et puis en plus, il a récidivé en envoyant après des SMS à des mineurs, et donc là, ça a été l'incarcération. Mais c'est intéressant. J'appelle ça dans le livre la tentation du saccage. C'est-à-dire que vous êtes dans une situation où vous avez tout. Vous avez une position de pouvoir, vous avez en plus une femme magnifique, intelligente, et puis il va tout saccager en envoyant un message sur Twitter, qui est en plus un acte manqué. Voilà. Ben voilà, c'est